chalutiers soviétiques espions au large des côtes, un député demande des explications. Embarras des autorités françaises après l'arrestation de Abu Daoud. Nouvelle lutte au sein du gouvernement chinois pour ou contre le retour de Deng Xiaoping. Les jeunes Français moins favorables que leurs parents à la peine de mort, le point de vue de Paul Lefebvre. Le fisc en veut-il particulièrement aux vedettes de music-hall? Madame, monsieur, bonsoir. Récemment, un général français disait « Les troupes du pacte de Varsovie, qui sont pour le bloc de l'Est l'équivalent de l'OTAN à l'Ouest, les troupes du pacte de Varsovie sont à une étape du Tour de France de Strasbourg. » Cette réflexion plutôt pessimiste n'est pas isolée. Depuis plusieurs semaines, on assiste à une sorte d'offensive en règle des officiers supérieurs de l'OTAN, relayée aujourd'hui par l'ancien commandant des forces du pacte atlantique, le général américain Alexander Haig, qui, dans une interview, met en garde l'Occident et l'Europe, plus particulièrement, contre l'augmentation du potentiel militaire soviétique qui, dans le même temps, s'accompagne d'un affaiblissement, selon lui, des moyens militaires de l'OTAN. En lançant ce cri d'alarme, le général Haig espère peut-être faire reculer le nouveau président américain Jimmy Carter, qui, dans sa campagne électorale, a annoncé une réduction des effectifs militaires des États-Unis. Ces attaques, bien qu'intéressées, ne sont toutefois pas simplement le fait d'un lobby militaire occidental. En effet, il y a des cas concrets qui permettent de toucher du doigt la puissance militaire soviétique. Ainsi, la marine française s'est plainte ces derniers temps d'être un peu trop souvent escortée par des soi-disant chalutiers soviétiques dont les filets de pêche sont parfois remplacés par des radars. Un député d'Ille-et-Vilaine, M. Cressard, vient d'ailleurs de poser au gouvernement une question sur ce problème de la présence soviétique dans la Manche. L'histoire commence avec une tache d'huile. Un pétrolier soviétique est surpris à dégazer en mer à proximité de l'épave du Belen, le pétrolier allemand coulé en mer d'Iroise. Qui verra la différence entre les déchets de soute et les fuites du Belen. Mais l'histoire n'est pas là. Ce pétrolier est un ravitailleur qui regarnit les soutes de la flotte soviétique en Manche, des chalutiers bardés d'instruments de détection et de télécommunications, et aussi des croiseurs, celui-ci filmé par les avions britanniques de reconnaissance. Des croiseurs qui protègent peut-être des chalutiers spéciaux. En voici un de ces chalutiers spéciaux vus à proximité des côtes anglaises. L'armée britannique de l'air a publié aussi un document assez rare, un bombardier soviétique de type relativement ancien, mais dont l'équipement de détection est des plus modernes. Il survole la mer à proximité des côtes anglaises et viole ainsi de façon flagrante l'espace aérien britannique. Un chasseur de la Royal Air Force lui intime l'ordre de s'éloigner. C'est d'un autre chasseur que ce film a été pris. Le bombardier soviétique ne répondant pas aux ordres verbaux, l'avion anglais s'approche de très près et le pilote soviétique, qui n'a plus de doute possible sur les intentions du chasseur, finit par s'éloigner. On se promène en mer, on rencontre des Américains, on rencontre maintenant de plus en plus de Soviétiques, les Soviétiques sont partout. On rencontre des bâtiments de tous les pays. Il y a une extraordinaire concentration de bâtiments de guerre, de forces navales. Et il est important que les forces françaises y soient, car la mer, elle n'est pas à personne, elle est à ceux qui y sont présents, effectivement. Comme je vous le disais déjà hier, le responsable palestinien arrêté à Paris par la DST est, semble-t-il, un prisonnier gênant ou pour le moins encombrant. Dans la mesure où la France a de très bonnes relations avec l'OLP et qu'elle est favorable à la création d'un État palestinien. Mais le gouvernement français n'est pas le seul à être gêné dans cette affaire. L'Allemagne de l'Ouest, qui, croyait-on, était à l'origine d'un mandat d'arrêt international lancé contre M. Abu Daoud, dément ce soir cette information. Les seuls qui finalement soient disposés, encore qu'il n'en ait toujours pas fait la demande officielle, à accueillir le responsable palestinien, ce sont les Israéliens. Une fois livré aux Israéliens, Abu Daoud aurait peu de chances de retrouver la liberté en supposant, comme il est possible de le croire, que la peine de mort dont il est passible ne soit pas appliquée. On ne paraît pas s'attendre à Jérusalem à voir le gouvernement français faire suite à la demande israélienne, à laquelle il sera toujours possible d'opposer des arguments juridiques, et c'est pourquoi Israéliens et Allemands ont agi d'un commun accord pour, avant tout, par les démarches d'aujourd'hui,
maintenir en détention le dirigeant palestinien. S'il est livré aux Allemands, c'est à eux qu'Israël demandera ensuite qu'Abu Daoud lui soit livré. Abu Daoud est sans doute le cerveau de l'opération de Munich, emprisonné en Jordanie en 1973. C'est pour réclamer sa libération que des Palestiniens organisent l'opération contre l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris et celle de Khartoum au Soudan. Bilan 3 morts, 3 diplomates occidentaux. La France est plutôt embarrassée par la présence du chef palestinien dans ses prisons, mais déjà d'importantes mesures de sécurité ont été prises sur les aéroports nationaux. La justice bavaroise a déjà demandé à Paris de conserver Abu Daoud en prison préventive. Cela afin de permettre éventuellement au procureur de Munich d'appliquer le mandat d'arrêt international lancé contre celui que l'on juge ici comme l'auteur de la tuerie de Munich. La justice est en effet une question régionale en Allemagne. Il reste que c'est le gouvernement de Bonn et le gouvernement fédéral seul qui sera habilité à demander officiellement à Paris l'extradition d'Abu Daoud. Il reste que les Allemands se seraient bien privés d'une telle démarche. On craint en effet que la présence du stratège palestinien dans une prison allemande ne relance une vague de terrorisme touchant la République fédérale d'Allemagne. En somme, Abu Daoud est un prisonnier plutôt brûlant. Pour l'instant, ce constat prime ici toute autre considération, celle par exemple qui voudrait que le chef palestinien de Munich soit poursuivi et éventuellement jugé pour la tuerie de Munich. Explosion à la bombe ce matin dans le métro de Moscou. Il y aurait eu plusieurs victimes, on parle de 7 morts. Ce qui doit retenir votre attention, c'est qu'il ne s'agit sûrement pas là d'un simple fait divers. En effet, le journaliste soviétique Victor Louis, qui passe pour être le porte-parole officieux du Kremlin, révèle dans un article écrit pour un journal de Londres que l'explosion serait en fait criminelle. Il s'agirait d'un attentat qui aurait pu être commis par un groupe de dissidents soviétiques travaillant, je cite Victor Louis, selon les méthodes de la bande Abadr, ces fameux terroristes ouest-allemands. Samedi et dimanche, nous vous avons montré les premières images nous parvenant de Chine sur les manifestations qui ont lieu en ce moment en faveur de la réhabilitation de M. Deng Xiaoping, l'ancien vice-premier ministre. Ces manifestations, sans doute en partie téléguidées par les dirigeants au pouvoir, semblent aujourd'hui même dépasser un peu l'espoir de leurs instigateurs, puisque des banderoles réclamant même le poste de Premier ministre pour M. Deng Xiaoping sont apparues. C'est-à-dire, ce qui est pratiquement sûr maintenant, c'est que l'ancien adjoint de M. Zhou Enlai va retrouver sa place dans la hiérarchie des dirigeants chinois, puisque Deng Xiaoping est un partisan de la politique du nouveau président qui entend... Parmi tous les dirigeants chinois actuels, il est celui qui, sans se soucier des conséquences, s'est opposé plusieurs fois à Mao. Dans la grande tradition des mandarins chinois, il a osé dire plusieurs fois à Mao, non, votre majesté a tort. Et à cause de cela, il a été par 2 fois mis au rencard. Et je crois que c'est cela, l'essentiel de son prestige. Est-ce que c'est pour ça que maintenant, sa réapparition semble gêner un peu les Chinois? Elle gêne certainement M. Hua Guofeng, qui apparaît, lui, qu'au contraire, comme l'héritier de Mao Zedong. Et dans les manifestations que nous pouvons voir maintenant sur la place Tiananmen, il y a une part de démaoïsation. Il y a une certaine volonté de démaoïsation qui se fait jour. On ne sait pas qui est M. Hua. On sait qu'il se prévaut de l'amitié de Mao Zedong dans les dernières années, mais on ne sait pas qui il est, d'où il vient, quelles sont ses positions politiques exactes, etc. Au contraire, Deng Xiaoping, lui, a un programme, et il l'a dit il y a longtemps, il a été avec Zhou Enlai pour réclamer ce que les Chinois appellent les 4 modernisations, c'est-à-dire la modernisation de l'agriculture, de l'industrie, de la recherche scientifique et de l'armée. Et en ce sens, Deng apparaît comme un élément modernisateur. Et c'est cela, je crois, qui lui donne un immense prestige auprès de la jeunesse. Pas d'événement politique marquant aujourd'hui en France. À retenir tout de même à propos de la hausse du prix des légumes, une déclaration du président des grossistes en fruits et légumes de Rungis, estimant que les cours resteront assez élevés environ jusqu'à la fin du mois de février. Par ailleurs, dans l'entourage du Premier ministre, on indique ce soir que M. Barre
a donné des instructions pour que le problème posé par l'évolution du prix des légumes ces derniers jours soit attentivement examiné et que toutes les mesures susceptibles d'être prises soient recherchées, notamment le recours à des importations éventuelles pour casser les prix. Et puis, un décès aujourd'hui, celui de M. Albert Bignon, député RPR de Charente-Maritime. M. Bignon est décédé ce matin à la suite d'une longue maladie. Il était âgé de 67 ans. Affaire de Broglie, suite. On s'éloigne de plus en plus du restaurant de la Reine Pédoc et du contrat qui aurait causé la mort du prince de Broglie. C'est pourtant toujours la raison officielle de sa mort, selon la police. Mais aujourd'hui, rumeurs et supputations nous entraînent très loin vers les marchés arabes où l'on vend plus ou moins régulièrement des armes, mais aussi beaucoup d'autres choses pour des milliards de francs. Comment, dans cette affaire, démêler le vrai du faux? C'est bien aujourd'hui le problème qui est posé à nous, journalistes, qui devons essayer de ne pas nous égarer dans les dédales de cette affaire. J'ai peur, dit Pascal de Varga, ça pourrait être si gros que nous ne ferions pas le poids. Et cette question, c'est un peu celle que posent maintenant tous les commentateurs. L'affaire de Broglie explose et ça fait beaucoup de petits morceaux très dispersés. Le personnage de Pierre de Varga apparaît comme de plus en plus complexe. Sa vie est un tissu de situations équivoques et mystérieuses souvent, comme par exemple pendant la guerre, lorsqu'il était à la fois, semble-t-il, protégé par les Allemands et en même temps lié avec la résistance. Jongleur, sans doute, dit sa fille, mais pas assassin. Il est constant que les escrocs sont plus naturellement résolus à utiliser l'astuce, l'intelligence, que la violence. Toutefois, l'homme est mêlé à tant d'intrigues qu'on peut se demander jusqu'où sa piste conduira. Guy Simonet, le policier marron, organisateur du meurtre de Jean de Broglie, son personnage aussi grandit tous les jours en importance. Dans ses multiples activités extra-policières, on le retrouve partout où il n'aurait pas dû être. De plus, il aurait été surveillé par des renseignements généraux depuis plusieurs mois avant le crime, mais il aurait été aussi, à l'occasion, été un collaborateur empressé de ces mêmes services de renseignements généraux. Jean de Broglie, lui-même, sa mort tragique tout à coup le charge de mystère. Pourquoi cette plongée dans l'affairisme douteux après son départ du gouvernement en 1967 ? Quelle épée avait-il dans les reins pour se transformer en usurier? Quel lien avait-il, lui, le négociateur des accords d'Évian, avec les services secrets de certains pays arabes? Quelle tractation commerciale a-t-il tenté avec des Algériens pour un montant de plusieurs milliards? Avec sa société luxembourgeoise Sodetex, a-t-il été vraiment l'homme de paille de la Matesa, cette compagnie espagnole qui a escroqué 1 milliard à son propre gouvernement? Le Luxembourg, l'Espagne, l'Afrique du Nord, l'affaire de Broglie éclate tous azimuts. La Reine Pédoc, sans doute, c'était bien peu pour tuer un homme, et surtout un homme tel que lui. À la fin de la semaine dernière, le président de la République a donc gracié les 2 meurtriers d'un couple d'étudiants britanniques que vous voyez sur ces images. Et comme à chaque fois que le chef de l'État est amené à exercer son droit de grâce, les réactions sont nombreuses. Il y a les pour, il y a les contre, les 2 partis croyant forcément avoir raison. Et plutôt que de discuter dans le vide, il est donc intéressant de se référer à des chiffres, à des statistiques. C'est ainsi que, pour le compte de la revue Hit Magazine, la Sofres vient de procéder à un sondage, le premier du genre, s'adressant à des jeunes entre 12 et 18 ans, à qui l'on a demandé « Que pensez-vous de la peine de mort et des problèmes de la criminalité ?» À la question sur la peine de mort, 48% se sont déclarés contre, 34% pour et 18% sont sans opinion. Ce sondage, ou plutôt ces premiers chiffres du sondage de notre confrère Hit Magazine, le premier en effet réalisé sur cette question parmi les jeunes, démontre d'abord que ceux-ci sont moins partisans que les adultes de la peine de mort. Je vous rappelle, pour 48%, alors qu'en suivant la progression des derniers sondages d'adultes, on peut sans se tromper évaluer autour de 70% la majorité des Français adultes favorables à l'application de la peine de mort. Et par parenthèse, il sera intéressant lors de la sortie de la revue au début février, c'est-à-dire après le procès de Troyes, tout juste après, intéressant d'étudier plus avant les autres réponses qui dessineront peut-être l'image que les jeunes Français se font de l'exemplarité de la justice dans une société dont ils sont tout de même les héritiers. Mais déjà, et c'est le deuxième point, ces chiffres, cette tendance d'opinion devraient conforter le président de la République dans son intention d'ouvrir un grand débat sur le problème de la peine de mort
dont il ne sera jamais possible de parler sans passion. Débat qui remettra sans doute en cause l'existence et la valeur, surtout, du droit de grâce présidentiel. En tout cas, une discussion sur un dossier qui doit être ouvert et précis. Par exemple, en effet, lorsqu'on parle de l'abolition de la peine de mort, on donne souvent l'impression, et ce serait totalement injuste si c'était vrai, que le meurtrier est gracié, en somme qu'il va sortir de prison dans la semaine ou l'année qui suit. D'abord, ce n'est jamais vrai. Ensuite, on peut très bien admettre la suggestion de Paul Lombard, l'avocat du dernier condamné exécuté, Ranucci, suggestion qui interdirait toute diminution de peine aux condamnés graciés. En somme, la prison à vie. Et la prison à vie, cela veut dire tout simplement qu'on est resté en vie. Mais cela ne veut pas dire que l'on vit au sens humain du mot. 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans entre quatre murs, isolé par soi-même, abandonné peu à peu, desséché par le regret à défaut de remords, obsédé sans doute chaque jour par le visage qu'on a tué, c'est sans doute plus terrible que la mort, puisque Gary Gilmore aux États-Unis réclame depuis un mois d'être fusillé, plutôt de supporter ce que j'appellerais la non-espérance. Anthony Eden, ancien Premier ministre britannique, est très malade. Il souffre d'un blocage du foie. Anthony Eden est âgé de 79 ans. Son nom reste associé à la gloire de Winston Churchill, dont il fut le brillant ministre des Affaires étrangères. Il a représenté son pays aux conférences qui ont décidé du sort du monde entre 1940 et 1945. C'est en 1955 qu'il a succédé à Churchill comme Premier ministre, mais 2 ans plus tard, il a dû démissionner après l'échec de l'opération de Suez. La grève de 24 heures à Air France a été marquée par une manifestation d'une centaine de pilotes ce matin à l'aéroport de Roissy. Le trafic long courrier a été assuré aujourd'hui à 100%, le moyen courrier à 50% au départ de Paris et de la province. Les navigants ont arrêté le travail pour protester contre la fermeture de la ligne Tokyo-Papeete-Lima et le retrait des Boeing 707A les plus anciens de la série. Les syndicats parlent d'une politique de récession de la compagnie. La direction d'Air France explique qu'elle est obligée de faire des économies. On dit que les Français ne lisent pas, et pourtant, près de 22 000 titres ont été édités en France en 1975, soit un tirage global de 310 millions d'exemplaires, 6 livres par Français. Selon une étude du secrétariat d'État à la culture, ce sont les guides touristiques, les encyclopédies et les dictionnaires qui ont les plus gros tirages, les romans n'arrivant qu'en 4e position. Le chiffre d'affaires hors taxe des 400 éditeurs les plus importants s'élève à 3 500 millions, 20% de plus qu'en 1974. Chasseurs, sachez chasser. Les épreuves du prochain examen du permis de chasse auront lieu le 23 avril. Cela intéresse tous ceux qui demanderont leur premier permis en 1977. Il y aura une autre session en automne, mais uniquement pour ceux qui auront été empêchés de concourir en avril et qui auront été inscrits à cette date. C'est la 2e fois que l'examen du permis de chasse est organisé en France. L'an dernier, 34 500 candidats se sont présentés, 502 seulement ont été recalés. Sport, toujours en bref, c'est le Suédois Ingemar Steinmark qui a gagné aujourd'hui le slalom spécial de Berchtesgaden. Mais le plus remarquable, c'est la 2e place d'un Autrichien, Klaus Heidegger, premier hier dans le slalom géant, 3e samedi dernier dans la descente. Il prend ce soir la 1re place du classement de la Coupe du Monde. Heidegger, qui n'a que 22 ans, s'affirme vraiment comme la révélation de cette saison. Dans le civil, comme le disait l'autre jour avec beaucoup de malice l'un de mes confrères du service des sports, dans le civil, M. Heidegger est gendarme autrichien. Victoire inattendue dans le premier Grand Prix automobile de l'année en Argentine, celle du Sud-Africain Johnny Scheckter sur un prototype pratiquement inconnu, une Wolf Ford. Décidément, depuis quelque temps, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale des grosses fortunes, les grandes vedettes du show business ont pas mal de difficultés avec le fisc. Citons par exemple Charles Aznavour et puis maintenant Johnny Hallyday, à qui le ministère des Finances reproche d'avoir dissimulé plusieurs millions de francs de revenus. Johnny Hallyday affirme, lui, avoir oublié et ne pas s'occuper personnellement de tous ces problèmes financiers. D'accord, M. Hallyday est un artiste, mais ça n'autorise pas tout. Et à ce niveau de revenus, on peut penser qu'il est en mesure de se faire seconder par un comptable averti. Jean-Philippe Speth, 33 ans, pseudonyme Johnny Hallyday. L'administration des finances lui reproche d'avoir dissimulé 4 millions de francs au fisc en oubliant de déclarer ses revenus pendant plusieurs années. La fraude,
porte sur des cachets de gala perçus en 71 et 72. Selon la Direction générale des impôts, le chanteur se serait ainsi soustrait au paiement de 250 millions de centimes. Claude François, un autre mal-aimé du fisc. Il a été condamné à 8 mois de prison avec sursis. La fraude fiscale dont il est accusé porte également sur plusieurs millions de francs. Mireille Mathieu, la petite jeune fille en rouge. Son tonton, lui aussi, est tombé dans le filet de l'inspection des finances. Comme Johnny Hallyday, dont il a été également l'impresario, Johnny Stark se retrouvera lui aussi sur les bancs de la correctionnelle en ce début d'année. Motif, infraction à la législation d'échange et fraude fiscale. Johnny Stark aurait tenté de cacher en Suisse les cachets de sa chanteuse. Charles Aznavour, il est poursuivi pour transfert illégal de capitaux en Suisse. Le juge d'instruction de Versailles avait lancé un mandat d'amener contre lui pour ne pas avoir répondu à l'une de ses convocations. Bref, rien ne va plus dans le show business. Aznavour s'est retiré en Suisse, Johnny Hallyday prend de longues vacances en Californie, Johnny Stark refuse de parler aux journalistes en accusant les agents du fisc d'avoir brisé sa carrière. Il n'y a guère que Claude François pour garder le moral. Il chante et il paie. Il comprend que l'on condamne les artistes lorsqu'ils se rendent coupables de fraude fiscale. On peut reprocher le fait de rendre public les poursuites après les artistes. C'est irritant pour les artistes parce que, vous remarquerez au passage, qu'on dit il y a plusieurs milliers de condamnations et qu'on ne parle que de 4 ou 5 condamnations dans l'année, ouvertement, publiquement. Alors on pourrait dire pourquoi on ne parle pas des autres, hein, et publiquement aussi, parce que ça n'intéresserait pas le monde, et parce que c'est finalement notre faute et notre devoir, nous artistes. On s'est fait connaître populairement, il est normal qu'on subisse le bon et le mauvais côté de la chose. Autrement dit, si je me fiance, on en parle dans tous les journaux, puis ça me fait du bien dans le sens de la publicité, je ne m'en plains pas, mais si j'ai un problème dans le sens fiscal, qu'on en reparle, sur le moment, je suis pas content, puis quand je réfléchis, je dis, imbécile, c'est la même chose, c'est normal que tu aies ça aussi. Donc je dois dire que je comprends, c'est pas agréable, j'y suis passé, je peux donc dire que je comprends cela. Si j'étais à la place des responsables des finances, j'en ferais autant, j'avoue. Charles Aznavour, pour sa part, est plus amer que Claude François lorsqu'on l'accuse d'avoir trompé le fisc. Pour lui, plus dure est la chute. Non seulement celle-ci, dans la neige de Cran-sur-Cière, mais également et surtout celle de son image de marque, ternie par une inculpation. Pour l'auteur de La Mama, la lutte entreprise par Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il était ministre des Finances va aujourd'hui trop loin. On veut nous excommunier, dit-il, et pourtant, nous faisons entrer des devises avec la vente de nos disques à l'étranger. Grosse neige aujourd'hui. Le truc à vous casser une jambe encore. Je m'aperçois tout d'un coup que la France, je dirais pas Valéry Giscard d'Estaing, puisque ce n'est plus lui qui fait les comptes, mais la France ne sait pas compter. On ne sait pas compter en France. Si on savait compter, on m'aurait demandé très vite de rentrer en disant, bien monsieur, comment peut-on faire? Moi, je n'ai pas demandé grand-chose, j'ai demandé qu'on prenne en considération mes frais réels et non pas les frais que eux m'accordent. Je ne peux pas me promener dans le monde comme un mendiant. Je ne peux pas arriver dans un pays étranger, étant une vedette plus importante, souvent que la vedette du pays, et me conduire comme un mendiant, et compter mes sous, et ne pas inviter les gens dans les restaurants où il faut les inviter. Je ne peux pas faire toujours le coup du bistrot, vous comprenez? Il arrive un moment où on a envie d'être ce qu'on est ou ce qu'on représente. Charles Aznavour, comme Claude François, Johnny Stark ou Johnny Hallyday, ne sont pas, selon l'administration des finances, des boucs émissaires. Comme certains grands médecins, avocats ou industriels, ils sont dans le collimateur du fisc simplement parce qu'ils ont fraudé. Le ronron de la tolérance en matière de fraude fiscale est terminé. Comme chaque contribuable, les artistes doivent payer leurs impôts, sinon ils sont poursuivis. C'est la loi. Les chiffres en matière de poursuite pour fraude fiscale sont éloquents. De 60 en 1970, les plaintes sont passées à 900 en 1976. Si certaines têtes d'affiche sont aujourd'hui mises en cause dans le nombre des fraudeurs, c'est dit l'inspection des finances parce qu'ils ont tiré sur la corde. Dans le cas de Johnny Hallyday, seulement là j'ai l'air de plaider, ça me gêne un peu, je crois que c'est pas de la fraude fiscale, même si ça porte ce nom. Je pense que Johnny Hallyday est insouciant, je crois que ça fait partie de ses qualités, peut-être de ses défauts, et qui ne s'en préoccupe pas beaucoup. Comme ses royalties de disques, qui sont ses revenus les plus importants, sont constamment saisis par le trésor public, il pense que ses impôts sont payés automatiquement, ce qui est un petit peu le cas. Et oui, les artistes sont des rêveurs, mais ce qui étonne tout de même les fonctionnaires des finances, c'est que ces chanteurs qui gagnent honnêtement leur vie peuvent se faire conseiller. Ils le font pour gagner de l'argent, ils oublient de le faire pour déclarer leurs revenus.
Les tribunaux correctionnels, devant lesquels comparaîtront cette année Johnny Hallyday, Johnny Stark et Charles Aznavour, auront à faire la part de l'intention de fraude et de l'inconscience. Une chose est certaine, en 1977, une vedette ne peut plus être à saltimbanque. Pour ces gens du spectacle, ce n'est plus le temps du hit parade, mais du hit panique. Ah, c'est bien pénible d'être riche. Ce soir sur Antenne 2, vers 22h, après La tête et les jambes, vous pourrez voir, et je vous conseille de la regarder si vous vous intéressez aux problèmes politiques contemporains, une émission consacrée à M. Jean Monnet, celui que l'on appelle volontiers le père de l'Europe. L'Europe moderne, celle du marché commun, à un moment où la véritable raison d'être de cette communauté, c'est-à-dire l'unité politique, est largement controversée. Cette émission est particulièrement d'actualité, car, contrairement à d'autres, Jean Monnet est un véritable Européen convaincu. Je n'en veux pour preuve que cette idée qu'il avait eue en 1940, où au moment de la débâcle, il proposa la fusion entre la France et la Grande-Bretagne. Des personnages prestigieux comme M. Willy Brandt, Edward Heath, Henry Kissinger diront ce qu'ils pensent de Jean Monnet, de son action politique. Mais ce portrait s'attachera également à montrer les autres visages de Jean Monnet. C'est le contraire d'un fanatique. Dans cette émission qui est diffusée ce soir à 21h30, vous verrez le personnage. C'est un personnage de chez nous, du sud-ouest, de Cognac, qui a vendu du cognac une partie de sa vie d'ailleurs, et qui ne s'engage pas, et qui a fait, entre autres choses, l'Europe, mais il a fait tellement de choses dans sa vie. La vie de Jean Monnet, personnage inconnu, quasiment en France, personnage obscur, et qui ne se cache pas de vouloir être un homme obscur. C'est quasiment toute l'histoire de notre pays, et c'est aussi l'histoire de l'Europe, et c'est aussi l'histoire du monde occidental, parce que s'il y a 2 millions d'Américains sur le front en 18 en France, c'est grâce à Jean Monnet. Si pendant la guerre, les Américains font l'effort de guerre au moment où ils le font, c'est grâce à Jean Monnet. Mais ce qu'on ne sait pas généralement, c'est que si les conditions de vie ici sont ce qu'elles sont, s'il y a eu ce progrès depuis 30 ou 40 ans, c'est aussi grâce à Jean Monnet. Car c'est à lui que le général de Gaulle, en 1945, demande de construire, de ses mains, pourrait-on dire, le premier plan français. Alors, vous voyez, Jean Monnet, c'est un grand bonhomme. Ce soir donc sur Antenne 2. La météo pour terminer. Demain mardi, des Pyrénées-Orientales aux régions méditerranéennes et au nord-est, le temps sera couvert avec des chutes de pluie ou de neige. Ces précipitations seront parfois abondantes et les vents deviendront forts près des côtes. Les températures minimales seront en hausse. Sur le reste de la France, le temps sera variable et plus frais, avec des averses de pluie ou de neige alternant avec des éclaircies. Voilà, ce journal est terminé. Au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé, je vous souhaite une excellente soirée. Mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Trop de chalutiers soviétiques espions au large des côtes françaises. L'arrestation d'Abou Daoud embarrasse les autorités françaises. Nouvelle lutte de tendance au sein du gouvernement chinois. Portrait de Jean Monnet, le père de l'Europe, ce soir sur Antenne 2. Dernier journal à 23h25 après l'huile sur le feu.